Bonjour Fanny Heger. Bonjour Claude. Bonjour Yves Leblanc. Bonjour Claude. Vous êtes tous les deux enseignants à Montceau-les-Mines. Oui, tout à fait. Donc, je suis enseignante de lettres modernes au lycée Henri Paria de Montceau-les-Mines. Et moi je suis enseignant d'histoire-géographie au lycée Paria de Montceau-les-Mines également. Alors, j'ai entendu dire que dans ce lycée, il y avait de très nombreux projets, en particulier en classe de seconde. C'est quoi ces projets ? Alors, il y a de très nombreux projets pour accompagner les élèves en classe de seconde. Nous, il y a 4 ans, nous avons monté un projet qui concerne 2 classes maintenant, qui est un projet d'équipement en tablette hybride pour accompagner les élèves et proposer une différenciation. Mais il existe également 2 cogniclasses qui ont recours aux données observables des sciences cognitives. Il y a également un projet par les compétences. On a une tradition de toute façon d'accueil des secondes, puisqu'on est en fait dans un établissement qui accueille des élèves fragiles ou qui ont besoin d'être aidés pour la poursuite de leurs études. Donc une tradition d'accueil de ces classes de seconde par l'accompagnement personnalisé qui a été aussi un projet développé dans notre lycée. Et puis un petit peu plus tard, donc en première et en terminale, on a un projet qui met en œuvre une ouverture sur l'orientation, en particulier en scientifique, l'orientation et un accompagnement culturel également. J'ai entendu dire également qu'il y avait une classe préparatoire aux grandes écoles spécifique destinée aux élèves des classes de bac professionnel, c'est exact ? Oui, c'est ça. Donc même chose, il y a quelques années, 8 ans maintenant, il y a une classe préparatoire aux grandes écoles, PTSI si je ne me trompe pas, qui est ouverte aux élèves qui arrivent de bac pro et qui donc en 3 ans leur permettent de passer les concours d'école d'ingénieur avec un taux de réussite impressionnant. Et cette classe préparatoire, elle a été portée par l'ensemble de l'établissement il y a 8 ans avec son chef d'établissement à l'époque, Jean-François Lampin. Les enseignants de cet établissement, je ne vais pas dire qu'ils sont innovants, mais ils sont dans l'innovation permanente. Eh bien, je pense qu'effectivement, il y a une vraie culture dans cet établissement qui est tournée vers l'élève et sa réussite. Et de la classe de seconde aux classes préparatoires, il y a vraiment cette volonté d'amener nos jeunes le plus loin possible, tirer le meilleur parti de leur capacité. Alors, faire de l'innovation dans un établissement scolaire, est-ce qu'on peut le faire sans l'enseignement supérieur, sans la recherche ? C'est une question, de toute façon, c'est une question qui est en réflexion. C'est une question qui est en réflexion sans doute dans les équipes parce que, par exemple, avec les cogniclasses, il y a forcément un lien de curiosité, d'appétit de la part des collègues vers la recherche. Pour ce qui nous concerne, autour de la différenciation, autour de la personnalisation, mais même d'ailleurs dans l'accompagnement personnalisé, il y a cette envie d'aller vers un renouvellement ou vers un enrichissement de nos pratiques et de notre formation, de notre propre formation à nous. Et ça, je crois que c'est ce qui définit peut-être notre métier de demain ou de nouvelles postures. En tout cas, on réfléchit énormément à la façon dont on peut accompagner nos élèves. Vraiment, le mot sur lequel on insiste beaucoup, c'est l'accompagnement des élèves. Et puis on le voit dans notre projet numérique, on s'est aperçu qu'on accompagnait énormément nos collègues aussi. Et ça change beaucoup la façon de travailler. On pourrait parler de mieux-être pour certains. D'autres en expérimentant, se disent que finalement, c'est peut-être pas ce qu'ils vont pouvoir faire de mieux, mais il y a d'autres projets dans l'établissement et ils s'investissent aussi dans les autres projets. Voilà, ça ouvre les possibles, j'ai l'impression. Alors ouvrir les possibles, c'est faire face d'abord à la diversité des élèves, mais peut-être aussi à la diversité des enseignants. Oui, tout à fait. L'école publique a cette particularité d'accueillir tout le monde, que ce soit au niveau des élèves ou au niveau des enseignants. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de culture de l'innovation. Cette culture de l'innovation, ça doit être une culture commune, ça doit être la culture d'un collectif et non pas simplement de quelques équipes. Et je pense que c'est là où il y a un véritable défi dans l'idée d'une transition éducative autour de passer de cette pratique attachée à l'échelle de certaines équipes ou de certains individus à des pratiques collectives qui sont un mouvement de l'ensemble de l'établissement. Et quand on regarde les collectifs enseignants qui se développent en France, où les enseignants disent en fait ma salle de classe c'est Twitter, on peut quand même se poser la question, il y a d'abord une salle de classe dans l'établissement.
Oui, tout à fait. Enfin, ma salle de classe et Twitter, c'est l'idée d'ouvrir vers, par un réseau invisible. Je crois qu'on peut commencer déjà par un réseau visible, celui de l'établissement, ouvrir sa salle de classe aux autres enseignants de l'établissement pour les inviter à entrer, à participer, à mutualiser, à échanger autour de pratiques existantes et visibles, et effectivement les prolonger dans un réseau invisible, celui du numérique, qui va permettre à la fois de confronter des pratiques à de la pratique d'autres personnes qui sont plus éloignées, mais aussi d'enrichir par des remarques, dans une confrontation peut-être moins directe, mais tout aussi utile. Alors ouvrir sa classe, c'est inviter des collègues à venir voir ce que l'on fait. C'est aussi partager. C'est une pratique qui a quelques difficultés à se développer en France. Dans votre établissement, c'est un peu plus fréquent. Comment ça se passe ? Dire que c'est plus fréquent, oui sans doute, c'est-à-dire que le partage il se fait assez naturellement comme dans tous les autres établissements, soit en salle des profs, soit par le réseau d'équipes finalement à l'intérieur des équipes. Je dirais que peut-être que l'établissement en ce moment est en train de se transformer autour de cette idée du partage. On pourrait employer le mot de publicité, c'est-à-dire qu'il faudrait que tous ces projets qui sont très riches, que nous-mêmes d'ailleurs on ne connaît pas forcément très bien, ou qu'il faudrait d'ailleurs diffuser un petit peu plus, voilà, ont besoin de cette publicité auprès des collègues. Donc partager entre les enseignants de l'établissement, sur tout ce qui se fait dans l'établissement. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a des outils de communication, un site pour le lycée qu'on peut encore amender, sans parler même d'ailleurs de l'ENT, de l'espace numérique de travail, mais notre site pourrait être un outil de diffusion par exemple de ces projets. Et j'ajouterais juste sur l'idée du réseau que ce qui fait l'identité du lycée Henri Paria, c'est son attachement à son territoire. Et avant d'avoir un réseau invisible, l'idée aussi de construire un réseau sur le territoire avec les collèges qui nous entourent, qui eux-mêmes ont des identités assez fortes. Ma salle de classe c'est Twitter, mais ma salle de classe c'est aussi mon territoire en fait. Et je pense que les élèves s'y retrouvent bien dans cette idée-là. Alors l'idée d'un établissement où les classes s'ouvrent, l'idée d'un établissement où les enseignants partagent, l'idée où le territoire est présent dans l'établissement d'une certaine façon, ou plus exactement que l'établissement s'étend sur l'ensemble du territoire avec tous les acteurs du territoire. J'ai lu ça quelque part, moi j'ai vu le rapport publié par François Tadei, Catherine Becchetti-Bizot et Guillaume Houzel. Ils parlent eux d'établissements apprenants, ils ne parlent pas d'académie apprenante, mais au moins de territoire apprenant. Alors votre établissement, c'est un établissement apprenant ? Eh bien, c'est le mouvement qu'on essaye d'amorcer, c'est le désir en tout cas qu'on a, de faire en sorte que notre établissement devienne un établissement apprenant. On disait tout à l'heure qu'il fallait que les pratiques individuelles deviennent des pratiques collectives et qu'on crée une véritable culture de cette innovation. Nous sommes en train de mettre en place les facteurs, les éléments qui vont permettre de rendre viable cette conception de l'établissement apprenant où tout le monde est apprenant, y compris les enseignants. C'est-à-dire que dans notre conception de l'établissement apprenant, l'idée c'est qu'effectivement développer un réseau sur le territoire avec des partenaires culturels, artistiques, tous les acteurs territoriaux qui pourront devenir des forces de proposition et pas simplement des prestataires de services, mais vraiment des forces de proposition dans un projet pédagogique, dans un projet éducatif global. Mais on a aussi l'idée de donner la parole. Donner la parole d'abord aux enseignants, à ceux qui sont habituellement isolés ou qui mettent en œuvre leurs pratiques pédagogiques dans leur coin, de manière à pouvoir l'échanger et permettre aux autres enseignants d'expérimenter. Et de s'enrichir. Et de s'enrichir. Mais par l'expérimentation, c'est-à-dire de travailler sur cette idée on va accompagner des collègues qui souhaitent aller à la fois vers la prise de parole et aussi vers l'expérimentation de nouvelles formes pédagogiques qu'ils n'avaient pas l'habitude de pratiquer en classe. Et j'ajouterais que ce réseau en fait existe déjà. On a énormément de collègues qui travaillent en lien avec le territoire, que ce soit l'écomusée du Creusot, que ce soit avec les acteurs du culturel, la médiathèque, les salles de spectacle. On est tous toujours en contact avec ces différents acteurs du territoire, la municipalité, la communauté urbaine, etc. Ce qui manquerait peut-être, c'est cette idée qu'effectivement il y ait besoin d'apporter du liant en fait à toutes ces relations et une cohérence à l'échelle de l'établissement. Voilà.
Alors c'est un rêve, hein, on est dans le désir, mais bon, le désir parfois est viable et parfois faisable. Les dernières enquêtes faites, et je crois d'ailleurs, elles reprennent d'ailleurs des enquêtes précédentes sur les attentes des enseignants en matière de formation, la plupart d'entre eux disent le meilleur lieu de formation, c'est l'établissement, c'est mon établissement. Apprendre par les pairs avec l'aide extérieure et l'aide des territoires élargie, ne serait-ce pas une bonne formation pour les enseignants? Alors ça, on ne peut en parler que pour nos 2 classes numériques, mais on l'a vécu au quotidien sur ces 4 années avec nos collègues dans les 2 classes numériques. Là, je ne peux parler que de ce que nous avons vécu, mais nous avons quelques exemples de collègues qui effectivement se sont épanouis et c'est peut-être là le sens vrai de la formation, c'est-à-dire qu'ils ont renoué un lien avec leurs élèves, ils ont renoué un lien avec leurs pratiques pédagogiques aussi et voilà, c'est quelque chose que je ne peux même pas dire que nous leur avons apporté, on a juste été des facilitateurs. Il est hors de question que nous on soit par exemple prescripteurs. Ça s'est développé au contact d'eux. Et d'autres ont pu dire, moi j'insiste aussi beaucoup là-dessus dans le dialogue avec les collègues, l'idée d'abord d'expérimenter, de pratiquer avec nous si on décide de le faire et de pouvoir dire non, pourquoi pas, si ça ne convient pas ou si on n'y arrive pas. Ou plus tard, ou autrement, ou d'inventer d'autres formes aussi, parce que on est là aussi pour co-animer, je ne sais pas quoi, mais en tout cas certains collègues développent de nouvelles formes auxquelles nous n'avons pas pensé. Je pense que l'innovation est un mouvement. C'est-à-dire que l'innovation pour moi c'est la mise en mouvement d'atomes, de gens, de personnes et donc on ne peut pas concevoir l'innovation comme la reproduction à l'identique d'un modèle qu'on aurait jugé comme bon à un moment ou à un instant donné. En fait l'innovation, et si on veut créer une culture de l'innovation, il faut créer une culture de mouvement, une culture de l'adaptation à de nouvelles situations parce que on parle d'adaptabilité de nos élèves dans leur formation tout au long de la vie, etc. Cette capacité à s'enrichir et tout au long de la vie pour pouvoir s'adapter à des métiers qui n'existent pas encore, eh bien, il faut que nous aussi on soit dans cette démarche-là, c'est-à-dire qu'on soit capable d'enrichir notre pratique en restant en mouvement. Voilà. Mais est-ce que l'objectif ultime, ce ne serait pas pour les enseignants être heureux d'enseigner à des élèves heureux d'apprendre? C'est ce qu'on espère, c'est le but effectivement, l'utopie qu'on cherche à réaliser au quotidien et j'espère qu'elle est atteignable. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter, on espère que c'est une utopie réelle. Mais pour vous, tous les deux? C'est une réalité, c'est-à-dire que je ne reviendrai pas en arrière, voilà. Moi non plus, c'est évident. Je pense qu'il y a des sourires ou même des larmes des fois de joie, hein, parce qu'on n'aurait peut-être pas eu si on ne s'était pas lancé dans une démarche comme celle-ci. Merci Fanny, merci Yves. Merci Claude.